Lorenza, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir ton discours, et c'est bien de raconter des histoires, c'est fondamental. On ne raconte plus assez d'histoires. Et ça m'a fait penser, en guise d'introduction, à une très grande écrivain américaine qui s'appelle Clarissa Pinkola Estes, qui est une psychanalyste, et qui a écrit un bouquin que je recommande vraiment à toutes les femmes, qui s'appelle « Femmes qui courent avec des loups ». Et Femmes qui courent avec des loups, dans lesquelles elle invite les femmes à libérer la part sauvage qui est en elles. Et oui, il ne faut pas avoir peur. Et Lorenza, elle dit de ces femmes qu'elles ont fondamentalement 3 qualités qui devraient être toutes les femmes, chez toutes les femmes. Premièrement, des sens aiguisés. Deuxièmement, l'esprit ludique. Et troisièmement, une aptitude extrême au dévouement. Et quand j'ai écouté ton discours et ta présentation des sœurs optimistes, ces 3 qualités me semblent assez partagées par tes sœurs, entre guillemets. Voilà. Alors, donc, de mon dictionnaire, j'ai essayé d'extraire quelques mots qui me paraissaient en situation par rapport à cette soirée. Alors, évidemment, quand on m'a dit que c'était un club qui était exclusivement formé par des femmes, j'ai eu un peu peur, et ça a évoqué en moi le mot Amazon, bien entendu. Donc c'était cette peuplade, vous savez, de femmes guerrières qui résidaient au bord du fleuve Thermodon en Cappadoce. Alors, est-ce que nous sommes là? Je ne pense pas, mais ce sont des guerrières, des femmes redoutables. D'ailleurs, l'étymologie du mot est en soi assez effrayante, puisque ça veut dire amazoné, c'est-à-dire un préfixe privatif a, et puis mazos le sein, et des femmes qui coupaient, n'est-ce pas, un sein pour pouvoir tenir, voilà, un arc, voilà. Alors, c'est intéressant, on va essayer de développer un peu cette idée, parce que les Grecs ont quand même compris beaucoup de choses. C'est évidemment un mythe qui incarne la survivance d'une société matriarcale, parce que ces guerrières donc s'auto-régentaient et s'auto-régénéraient. Elles ne s'unissaient qu'avec des étrangers et elles n'élevaient que des filles. Elles massacraient les enfants mâles ou les mutilaient pour en faire des serviteurs. Et quand il faut s'accoupler, c'est intéressant, elles recherchaient plutôt des estropiés parce qu'ils sont de meilleurs amants puisqu'ils n'ont pas perdu, n'ont pas consumé leur force à la guerre. Voilà. Alors c'est un vieux fantasme évidemment de parthénogenèse. Je ne sais pas, aujourd'hui peut-être qu'elle recourrait à la procréation artificielle, mais peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les Amazones démontrent beaucoup de choses. D'abord que les sociétés matriarcales, complètement matriarcales, comme les sociétés patriarcales d'ailleurs, c'est-à-dire des sociétés où il n'y a pas cette harmonie entre l'homme et la femme, sont des sociétés ultra-violentes. Et puis, elles représentent une forme d'utopie, de contre-modèle du système grec, évidemment, dont elles inversaient les valeurs, parce que la femme grecque s'accomplissait dans la maternité, elle indiquait les enfants, elle les allaitait, alors qu'une Amazone, elle, va valoriser la virginité plutôt, et va refuser de donner le sein, puisqu'elle n'en a qu'un. La femme grecque chérissait les enfants mâles, alors qu'une Amazone ne va garder que les filles. La femme grecque restait au foyer, ne franchissait pas le seuil de sa maison, alors que l'Amazone lève le camp pour partir en campagne. Donc les Grecs ne pouvaient absolument pas supporter ces provocatrices, et ils leur faisaient incessamment la guerre. Et alors il y a 4 héros grecs qui ont combattu les Amazones, et qui me paraissent particulièrement intéressants pour réfléchir sur les rapports entre le pôle masculin et le pôle féminin, et qui révèlent finalement 4 types d'incompréhension entre l'homme et la femme. Alors le premier de ces héros, c'est Bellérophon. On pourrait donner comme sous-titre à son destin « Le massacre au féminin ». C'est un héros, tueur de monstres, et les choses sont assez simples, puisque pour combattre les Amazones, il monte sur son cheval ailé, n'est-ce pas, Pégase, il met en fuite et il détruit les Amazones depuis le ciel. C'est une sorte de Guernica féminin. Et en fait, à travers ça, Bellérophon trahit finalement un psychisme masculin qui est mal équarri. C'est le type d'homme qui, à propos des femmes, on a tous rencontré ça, raisonne par généralité primaire, les considère comme une sorte de masse informe, et il est incapable d'en approcher une pour lui parler en particulier, donc il les méprise toutes, et il sera condamné, dans la mythologie grecque, à vaincre la chimère. Et la chimère, on sait qu'elle représente les frustrations
et à perdre sa fille, c'est-à-dire sa continuité féminine, dans le combat contre les Solimes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est Achille et une Amazone qui s'appelle Penthesilée. Je sous-titrerai l'occasion ratée. Lors de la guerre de Troie, cette Amazone, donc Penthesilée, qui est reine des Amazones, est venue à la rescousse de Priam, le roi de Troie, et elle tombe sur le héros grec par excellence, qui est Achille. Le combat s'engage, et au moment où Achille transperce la reine de son épée, eh bien, leurs regards se croisent, et le héros, Achille, tombe amoureux de cette femme, digne de lui. À ce moment-là, il éclate en sanglots, et il comprend qu'en Penthesilée, il aurait trouvé sa complétude, mais il n'a pas su arrêter le combat pour transformer justement cet alter ego en âme sœur. Pire, il redouble de violence, puisque comme Thersites se moque de lui, se moque de ses pleurs, ce qui était évidemment insupportable pour un homme, je rappelle, messieurs, qu'un homme a le droit de pleurer, il le tue. Troisième cas de figure, Hercule et la fameuse ceinture d'Hippolyte. Là, c'est plutôt une histoire d'incompréhension. C'est le 9e travail d'Hercule, et il doit affronter donc les Amazones. Alors leur reine, Hippolyte, est assez émerveillée par la beauté du héros, et elle lui offre tout naturellement sa ceinture. Symbole fort, puisqu'en même temps que le pouvoir que représente cette ceinture, elle s'abandonne elle-même. Il y en a une qui n'est pas contente du tout, c'est la déesse Héra, qui ne l'entend pas ainsi, et qui fait courir le bruit, méfions-nous des mauvais bruits, surtout à Versailles, que Hercule veut enlever la reine. Les guerrières donc attaquent la nef des Grecs, et croyant à une trahison d'Hippolyte, Hercule la met à mort, lui retire la ceinture et détruit les Amazones. Alors par cette action, on comprend beaucoup de choses. On comprend d'abord que Héra symbolise le symbole de la féminité soumise, traditionnelle. Elle refuse qu'une femme accomplisse sa part virile. Elle veut la mort de cette part et non sa sublimation. De même, elle refuse que Hercule connaisse le bonheur de recevoir pacifiquement cette ceinture qui lui permettrait de passer à un plus haut niveau de réalisation. Donc les noces entre ce que Carl Gustav Jung appelait le pôle masculin animus et le pôle féminin anima ont échoué, et Hercule se retrouve comme un imbécile avec une ceinture volée, symbole vide d'un pouvoir vide, d'une union possible que des archaïsmes, évidemment, ont fait échouer. Le 4e cas de figure, c'est Thésée et Antiope. Je donnerai volontiers comme sous-titre la domestication. Enfin, à travers différentes versions de cette histoire, ressort un invariant, c'est le rapt de l'Amazone, en fait, se fait sans violence. C'est-à-dire qu'Antiope, volontairement, se rend sur le navire de Thésée, mais les autres Amazones interprètent ce départ comme un rapt. Vous voyez, c'est un peu la même possibilité, la même refus d'une possibilité d'union que chez Héra, mais pour des raisons exactement opposées. Antiope est ramenée à Thèbes, et elle y devient une épouse fidèle, donnant un fils à Thésée, Hippolyte. Mais là, elle est évidemment remisée au rôle que les Athéniens assignent aux femmes, et elle l'accepte. Thésée, donc héros viril, a rétabli la juste fonction entre les sexes et renvoyé la femme à son foyer. Mais les Amazones refusent l'issue de cet asservissement, et elles font la guerre à Athènes. Alors il y a deux versions sur les causes de cette guerre. La première, c'est que c'est une vengeance de l'enlèvement d'Antiope, donc les femmes se rebellent contre la soumission. Et la deuxième version, c'est que la vengeance est plutôt contre la répudiation d'Antiope, c'est-à-dire que Thésée, qui a pris une nouvelle femme, Phèdre, eh bien les femmes se révoltent contre la toute-puissance virile polygamique, ou on pourrait dire plutôt monogamique à répétition. On voit par exemple aux États-Unis, à chaque 100 000 $ de plus, on prend une femme de 10 ans de moins. Donc dans les deux cas, mort d'Antiope, mort de la femme, là il y a deux versions également. Il y a une première version, elle meurt à côté de Thésée sur les bases voulues par Thésée, c'est-à-dire l'union conjugale reste impossible, mais la femme soumise est sacrifiée. Et deuxièmement, elle est tuée par Thésée lui-même, puisque passer à une autre union, finalement, d'une certaine façon, c'est assassiner l'union précédente. Alors, ces quatre histoires traduisent quatre attitudes néfastes de l'homme
envers la femme, que je qualifierais d'agressive, de rétrogressive, de régressive ou d'ingressive. L'agressif, c'est Bellérophon. C'est-à-dire qu'on sur de type qui ne dialogue pas avec les femmes, qui les flingue, qui ne cherche pas à rencontrer une femme dans sa singularité, mais qui daube d'une façon générale sur le beau sexe. On a tous vu ça dans les bars. Deuxièmement, le rétrogressif. Ça c'est intéressant, c'est Achille. On éprouve d'abord la femme dans une sorte de défiance, qui devient un défi, comme une ennemie à vaincre dans une sorte de jeu dialectique. Et à ce jeu, on prend conscience de la valeur de l'adversaire. Et on se rend compte qu'une alliance était possible. Mais on s'en rend compte trop tard. Et dans ce combat, quelque chose en la femme a été blessé ou détruit qui anéantit toute possibilité d'union. Le troisième, c'est le régressif, c'est Hercule. Après une phase de séduction loyale et de promesses réciproques, eh bien des forces archaïques, des forces primaires, qui peuvent être les traditions culturelles, qui peuvent être dues au narcissisme mâle, etc., viennent faire obstacle à la construction d'un couple solaire et harmonieux. C'est-à-dire qu'en fait, ça marque le retour à un état anthropologique inférieur. Et enfin, la quatrième solution, c'est l'ingressif. C'est Thésée. Alors que fait Thésée? Il apprivoise une femme, il lui fait miroiter les promesses d'une union exclusive, savoureuse, fidèle, et puis assez vite, la relation reste cantonnée à ce que l'homme veut qu'elle soit, c'est-à-dire purement domestique. L'homme se lasse, passe et casse, et recommence le même manège, ou plutôt le même ménage, avec une autre. Moralité, que s'est-il passé dans cette histoire? Eh bien, la seule nature féminine, même guerrière, ne peut pas se substituer au nécessaire élément masculin qui l'accompagne et lui sert de bras, mais il n'est pas facile de transformer les hommes au point de leur faire intégrer leurs pulsions et renoncer aux archaïques modèles de soumission féminine. Ça m'amène au deuxième terme que j'ai choisi, il est un peu dans l'actualité, c'est le terme ingénu. Qu'est-ce que c'est qu'une ingénue? C'est un rôle théâtral. Et c'est en rapport avec l'actualité parce que je vais faire un petit rapprochement évidemment avec ce dont on parle beaucoup actuellement, qui est l'affaire Weinstein. On oppose souvent dans le langage l'ingénu à l'affranchi, une femme affranchie. C'est beaucoup plus complexe parce que dans la mesure où l'ingénue, justement, c'est celle qui doit apprendre à s'affranchir. Mais s'affranchir de quoi? Non de la morale. Ça, c'est pour la libertine. Le terme est dans le dictionnaire, mais je ne vais pas développer ici. Mais de quoi doit-elle s'affranchir? Eh bien, dans une sorte de monstre étrange, une sorte de minotaure, que toute femme porte en son sein et qui la fait tomber sous le charme d'un prédateur. Et il est des femmes, c'est vrai, qui passent leur vie à se laisser dévorer par de grands fauves. Alors, ça ne devrait pas se produire parce qu'il existe un conte de fées donné aux petites filles et qui donne le moyen aux petites filles d'échapper à ce destin. C'est un conte qu'on devrait leur faire lire, on les faisait lire jadis peut-être, et qu'elles devraient avoir intégré avant leur nubilité. Ce conte, évidemment, c'est La Barbe Bleue. Weinstein, c'est La Barbe Bleue. C'est marrant parce que j'ai fait un recherche sur Google, qui est un assez puissant moteur, et j'ai mis en relation les mots Weinstein et Barbe Bleue. Il n'y a absolument aucun article, enfin en tout cas sur Google quand même, c'est pas innocent, qui est aucun journaliste, aucun penseur, personne, qui ait pensé à faire un rapprochement. Donc je suis très fier. Alors, Barbe Bleue, qui est-ce? C'est un riche roturier, et il est à la fois chasseur et magicien. Donc force virile, illusion, les deux. C'est un séducteur qui symbolise la chute, évidemment, inhérente à la psyché, et par là, il est fascinant. Et il est fascinant pour qui? Pour la plus jeune des sœurs. Évidemment, c'est l'ingénue. Elle accepte le scénario de la demande en mariage, c'est l'époque. Elle accepte le scénario avec Weinstein, sans faire de jeu de mots. Et ce mariage qu'on peut appeler le mariage firmament, en psychologie, qui a tant fasciné nos grands-mères, qui mêle aspiration au bonheur et curiosité sexuelle. Alors, quelle jeune fille n'a pas connu semblable ébriété? Mais faute d'avoir été avertie, à mon avis, par des parents avisés, et faute d'avoir entendu les bonnes histoires, elle a un peu vierge folle, quoi. Plus que vierge sage, succombée au fantasme de la barbe bleue, c'est-à-dire le noir, la barbe,
pris pour du ciel, le bleu. Premier temps, ça se passe pas mal. Hein. Elle s'enivre de loisirs, des loisirs que son époux lui offre, richesse, luxe, volupté. Elle s'en amuse, elle s'en repaît. Elle est assez heureuse de pouvoir en parler à ses copines, à ses sœurs, à ses voisines, à ses bonnes amies, de la voir ainsi les éblouir de son heureuse fortune. Hein. Inébriante liberté, évidemment, de pouvoir explorer toutes les pièces du palais, sauf une. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a un génie féminin, une audace féminine qui va pousser alors l'ingénue à transgresser l'ordre pour cueillir le fruit d'une connaissance que son mari lui a interdite. Une sorte d'instinct formidable qui lui fait risquer sa vie pour trouver son salut. Et jamais le mot curiosité dans ce cas-là, si bien porté son sens étymologique, cura, cure, soin, guérison. La curiosité, c'est la guérison. Donc dans la belle cage, notre ingénue roucoule, elle devrait se contenter normalement. Vous voyez, les pièces du palais sont assez nombreuses, assez vastes, pour s'en divertir toute une vie. Fais ce que tu voudras, sauf. Et il y a énormément de femmes qui s'accommodent de ça, du fais ce que voudras, sauf. Mais l'ingénue est une femme. C'est-à-dire qu'elle va terrasser la gorgone des illusions sentimentales et faire surgir sa conscience sauvage, cette espèce de présence intuitive de l'éternel féminin. Pour approcher la vraie vie, il faut la pleine conscience. Or, son mari lui a défendu le vrai savoir. Il lui a proscrit d'utiliser la petite clé qui permet d'accéder au grand secret. Ce cabinet noir où gisent justement les cadavres de toutes les femmes qui n'osèrent pas. Ce qui n'est pas le cas des sœurs optimistes. L'ingénue tourne la clé, ouvre la porte et reconnaît immédiatement le prédateur. Le prédateur, oui, j'ai fait un jeu de mots intéressant. Le prédateur comme tel, comme le reflet, l'écho du propre monstre d'ailleurs qu'elle porte en elle. Et la clé saigne. Alors toutes les femmes possèdent cette petite clé, toutes les ingénues. Mais combien s'en servent? Vous voyez, c'est le je ne veux pas savoir du confort bourgeois, si vous voulez. Et combien acceptent le joug qui les oppresse, le croc qui les dévore, préférant ce poids ou cette morsure à ce qui les ferait vivre. Ainsi, les saboteuses de l'amour iront-elles toujours avec l'ogre, jamais avec le prince, parce que, confondant l'ogre et le prince, ce sont des femmes abîmées. Mais combien ont su saisir la clé et passer outre? La découverte en est bien sûr blessante, mais impérissable. En faisant le jeu de mots sur impérissable. La tâche en est indélébile, mais la révélation définitive. Prendre conscience, c'est vivre. Ignorer, c'est mourir. Le passage de l'un à l'autre est plein de risques. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui les femmes sont moins bêtes, c'est évident, et plus averties. Parce que nous sommes en temps de paix. Parce que là, je ouvre une petite parenthèse, il y a une hyperviolence masculine qui fait énormément de mal aux femmes dans l'histoire. La femme, c'est la paix, l'homme, c'est la guerre. Et vous voyez les périodes où il y a eu, une période courtoise, où il y a eu le mouvement courtois, 13e siècle, 12e siècle, 13e siècle, la préciosité, 17e siècle, le féminisme du 20e siècle, viennent après des périodes d'hyperviolence, après la période d'hyperviolence de la féodalité, après la période d'hyperviolence des guerres de religion, après la période d'hyperviolence des guerres mondiales, et de guerres mondiales. Hein, ça, c'est intéressant. Alors, elle a déchiré, donc c'est ingénieux, le voile du cabinet noir, et la transgression de l'avertissement pervers, en fait une avertie. Révélation. Alors évidemment, ça déclenche la colère du mari, et là, il faut qu'elle se débrouille, avec une extraordinaire maestria d'ailleurs. Elle arrive à s'échapper, à gagner du temps, et puis alors, appel au secours. Appel au secours de la sœur aînée. Solidarité des femmes intergénérationnelles. Hein, c'est très important. C'est d'ailleurs sympa de voir que les sœurs optimistes, c'est tous les âges. La sœur Anne, qui elle a plus d'expérience. J'ai bien aimé qu'après les petites actrices qui s'étaient fait avoir, par exemple, par Einstein, il y a eu des actrices un peu plus âgées qui aient pris le relais en modérant le cri, tout en lui donnant un sens. Vous voyez ? Et puis, deuxième phase, appel alors aux forces masculines, les frères, l'énergie intérieure masculine. Une femme peut la trouver en elle, son animus en elle. Vous remarquez quand même que les frères tardent à arriver.
Il faut appeler longtemps. Soran ne vois-tu rien venir. Bon, mais il faut qu'ils arrivent. Voilà. Et une fois que ces trois forces-là agissent ensemble, ce qu'elles incarnent symboliquement, agissent ensemble, eh bien, elles finissent par avoir raison des forces irrationnelles de la barbe bleue. Et on n'a pas besoin à ce moment-là d'un scénario violent, voyez. Et au cours de l'histoire, souvent, la femme a su dompter et raffiner les forces brutes du mal et transformer ce poison mortel en pharmacopée curatrice et en énergie créatrice. Voilà la puissance de l'ingénue. Quand elle écoute la sagesse des ancêtres, elle est née de parents libres, c'est d'ailleurs ça que veut dire le mot, ou suivant son intuition profonde, elle prend naissance en elle-même, et donc elle combat les 4 introjections discordantes de la femme. Quelles sont ces 4 introjections discordantes ? 1. Manquer de perspicacité. 2. Ne pas avoir de vision personnelle. 3. Ne pas avoir de voix originale. 4. Ne pas être capable d'action décisive. Ma chère Lorenza, c'est merveilleux parce que finalement, le club que vous formez me semble avoir de la perspicacité, me semble avoir une vision assez personnelle et collective des choses, semble également avoir une voix originale, et en tout cas être capable d'action décisive. Donc l'ingénue a cessé d'être naïve, elle a compris, elle a vu, elle a appelé, elle a ouvert les portes de la nuit, n'est-ce pas, les portes de la vie, elle a cessé d'être une proie pour devenir une femme, et elle ne mourra pas dans l'étouffoir de la barbe bleue. La petite clé saigne, mais le sang circule. Alors, maintenant, j'en arrive à des mots qui vous intéressent plus particulièrement chez les sœurs optimistes. J'en ai sélectionné 2. J'ai d'abord sélectionné le mot de cousine. Je le trouve très beau. D'abord parce que ça nous rappelle que dans des sociétés un peu moins mixtes que la nôtre, la cousine était souvent l'initiatrice, celle qui provoquait les premiers émois amoureux, ou permettait les premières explorations charnelles. Et puis, parce que ce mot veut dire d'abord la fille unique de l'unique sœur de ma mère, consobrinus. Avant de désigner alors tous les cousins germains, le mot fut d'abord réservé aux cousins du côté maternel. Et ça, c'est très intéressant parce que ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est une asymétrie fondamentale. Vous savez, c'est comme la Terre. Il y a ce qu'on appelle l'écliptique. Si la Terre n'était pas inclinée un peu comme ça sur son axe par rapport au reste de l'univers, le monde serait d'une monotonie épouvantable. Il n'y aurait pas la richesse des saisons, il n'y aurait pas la richesse, il n'y aurait pas toute la beauté. Il y a une asymétrie fondamentale dans l'espèce humaine, c'est que nous soyons des garçons ou que nous soyons des filles, nous sommes tous nés du ventre d'une femme, d'un ventre de femme. Et donc il y a, on arrive au deuxième point, chez les femmes, quelque chose qui est assez merveilleux et assez mystérieux pour un homme, qui est de se comprendre de ventre à ventre. Alors on a beau avoir un peu de ventre, nous les hommes, ça ne sert à rien. Ces moments où les femmes se retrouvent exclusivement entre elles, vous voyez, ce ne sont pas des réunions de copines. Je n'aime pas ce mot. Ouais, une copine. Non, ce sont des réunions de cousines où les femmes se lâchent, au sens étymologique du terme. Elles irient de bon cœur, comme elles n'oseraient peut-être pas le faire devant des hommes. Et il serait peut-être plus juste de dire qu'elles irient de bon ventre, de ce bon rire qui fait du bien. C'est la danse des ventres. Aujourd'hui, on a lu dans les lectures de l'Église catholique le texte de la Visitation, c'est un des plus beaux textes qui soit entre Marie et sa cousine Élisabeth, ces 2 ventres qui se rencontrent, et dans leur ventre, il y a les 2 enfants qui tressaillent, qui dansent. C'est très beau. En fait, ces visites de ventre à ventre des femmes sont des petites visitations. Alors chez les hommes subtils, car il y en a, dont l'âme pétille un peu de parcelles féminines, la cousine apprend quelque chose justement du ventre de la femme. Cousine, c'est femme issue d'un même ventre. Et c'est donc pas trahir les femmes que de parler à un cousin de ses sensations de femme. Et puis il y a des hommes qui ont de la chance, comme nous ce soir, messieurs, qu'on appellera les subtiliores. Il peut advenir que des hommes soient admis dans un cercle de femmes
la fameuse chambre des dames, n'est-ce pas, le fameux merveilleux vers de Nerval, j'étais le seul garçon dans cette danse. Et à cet happy few que nous sommes ce soir, il est accordé, donc, messieurs, le privilège d'écouter ce que les femmes ont à se dire, et pour peu qu'un homme s'y montre assez fin, assez discret et assez fort à la fois, il connaîtra l'insigne honneur, peut-être qu'elle lui demande son avis. C'est une sorte de fécondation psychique, n'est-ce pas, quand les femmes sentent que des étincelles féminines portées par une âme masculine émettent ces crépitements qui leur feront du bien au ventre. Voilà pour le mot cousine. J'en viens maintenant à quelque chose qui est encore plus proche de ce que représente ce club. Évidemment, je voudrais évoquer le mot sœur, qui est un mot merveilleux, puisqu'il vient d'une racine indo-européenne très ancienne qui marque l'appartenance à un groupe social, la proximité, l'identité. La même racine d'ailleurs que celle qui a donné le mot seul ou soi. C'est la même racine. Donc la sœur, c'est ce, c'est soi. Voilà. Donc la sœur, c'est celle qui est toute proche. Autant, bien sûr, que celle qui est issue de la même parenté. Alors, le français, c'est un débat en ce moment, emploie le masculin pour exprimer le neutre et le général. Donc, on a employé le mot fraternité, au sens neutre du terme, pour affirmer, ou pour exprimer les liens indéfectibles qui unissent les humains, qui sont tous issus d'une même souche. Alors je ne voudrais pas trop faire ma Ségolène royale, mais enfin, elle avait employé une fois, pour une fois qu'elle avait dit une connerie, elle avait employé le mot sororité. Oui, c'est pas très beau, parce qu'on n'est pas encore habitué, mais c'est l'équivalent de fraternité. Et je me demande si ce ne serait pas intéressant quand même de développer ce concept de sororité pour nourrir le concept de fraternité d'une sève un peu féminine. De sœur à sœur, de frère à sœur, de la grande sœur qui protège à la petite sœur que l'on câline, quand même, quelle belle lumière, quel prisme. Hein. La sœur, c'est la candeur, c'est le doré, c'est la chaleur, c'est la rosée. Et les figures sororales forment un kaléidoscope aux images multiples. Et quand je me suis interrogé dans mon bouquin et que j'ai essayé de trouver une métaphore, je suis tombé vraiment par hasard sur une figure géométrique qui s'appelle le polyèdre, dont les combinaisons sont, les stellations, les facétages sont infinies, exactement comme le sont les relations sororales. D'autant plus qu'il y a, s'il faut arrondir les ongles, ce que les femmes savent faire, les ongles et les angles, eh bien, il existe, paraît-il, des polyèdres courbés. Voilà. En tout cas, c'est une des richesses de notre langue que de faire rimer sœur et douceur. Il y a beaucoup de poètes qui ont chanté la sœur, je vais pas les citer, mais je voudrais peut-être ajouter à ça quelques idées pour réfléchir à ce concept de sororité. Au cœur de tout, le pardon illimité. Et le pardon exige de grandes qualités d'invention. Devenir le trou vert de cette humanité nouvelle. Comment ? Mais écoutez, je vais vous proposer une liste. C'est dommage, j'avais fait un truc, j'étais content, puis mon éditeur l'a rayé, je vous le donne à vous. On pourra peut-être le mettre sur le site et puis vous le compléterez. Complétez cette liste de la sororité, qui, loin d'être une utopie, exigera des forces et la précision d'un enfantement surhumain. Voici, je vous propose de préférer la confidence plutôt que le secret, l'échange plutôt que la dette, l'abstention plutôt que la punition, le baume plutôt que la pommade, le temps plutôt que l'espace, la relation plutôt que la fusion, l'avènement plutôt que la nostalgie, la grâce plutôt que le bénéfice, la création plutôt que la production, la singularité plutôt que l'individualisme, la solidarité plutôt que le communautarisme, la confiance plutôt que le contrat, l'humour plutôt que l'ironie, l'harmonie plutôt que l'équilibre, le ravisement plutôt que la révision, le ravissement plutôt que la fascination, le jeu plutôt que le divertissement, l'attention
plutôt que la considération, l'insouciance ou l'insouciant plutôt que le vérifiable, le détaché plutôt que le méritoire, le plaisir plutôt que la jouissance, le goût plutôt que le jugement, etc., etc. La liste est à compléter. Et puis enfin, je terminerai en évoquant le mot femme, tout de même. Puisque selon Courbet, la femme est l'origine du monde. Alors quand j'ai travaillé ce bouquin, j'ai bien sûr beaucoup travaillé l'étymologie des mots, et je suis tombé sur un livre merveilleux que le dictionnaire étymologique de la langue française d'Alain Ray, et la page 796 de ce dictionnaire en 2 volumes, est un ouvrage à avoir absolument indispensablement dans sa bibliothèque, offre un tableau en arborescence des 8 branches qui sont issues de la racine primitive de femme. La racine primitive du mot femme, c'est une racine indo-européenne, D, D-H-E, qui signifie sucer, téter. Et dans cette souche, de cette souche, il y a plusieurs branches. Il y a une première branche qui donne le grec télé, qui signifie mamelon en grec. Français, par exemple, épithélium. C'est la seule branche grecque. Après, toutes les autres branches sont latines. La seconde branche, ça donne fecundus, féminin fecunda, et qui a produit les dérivés français, fécond, fécondé, fécondité. Ça vient de la même racine, D. La troisième branche porte les mots féminin, femme, fémineus, féminin, femella, femelle, efféminare, efféminé. La quatrième branche produit le mot filius, nourrisson. Français, fils, filialis, filial, filiasso, filiation. La cinquième, fœtus, fécondé. Français, embryon, rebaptisé savamment foetus. Et fait ce qui a donné son nom au fond, typhon. La sixième branche se réjouit avec le mot félix, la joie. De là, favorisé par les dieux, d'où felicitas, félicité, et felicitare, félicité. Tout ça, c'est bien du mot femme. Hein. La septième branche, vous étonnez un peu, avec fellare, tété, sucé, qui a donné fellation, félébris en provençal, nourrisson des muses, félibre. Et la dernière branche remonte à fenum, produit du pré, foin, fenaré, féniculum, le fenouil. Vous voyez que c'est quand même assez fascinant. Je voudrais terminer juste en tant qu'amoureux des mots, vous inviter à écouter ce mot, cette racine très ancienne, donc, qui est aux sources du langage, D, D-H-E. Et là, vous allez voir que la phonétique devient métaphysique. D, je pense que ça a été la première syllabe de la tétée, hein, le bruit de la tétée, le son de la vie, les origines de la vie et de l'échange. Ce D, finalement, nous l'avons tous balbutié aux mamelles de notre mère. Regardons, la voyelle E, et d'abord. C'est pas dit avec un I, voyelle intérieure fermée. Si c'était I, le bébé ne pourrait rien avaler. Ce n'est pas du, DHU, avec une voyelle postérieure fermée. Du, le bébé s'étoufferait. Ce n'est pas da, avec A, voyelle antérieure ouverte. Da, il recracherait tout. C'est D, avec E, voyelle moyenne, et ses variations subtiles, puisque vous avez un E fermé et un E légèrement ouvert. Donc E, et permet l'absorption, la mendication, la gustation, la satisfaction. C'est la douceur du E, et en français la marque du féminin, qui est une marque extraordinairement subtile, puisque quand vous dites mon ami, et mon ami au féminin, vous sentez à peine la différence. C'est une merveille de la langue française que cette langue puisse créer ainsi une proximité entre l'homme et la femme. Je suis désolé, Lorenza, mais entre regazzo et regazza, oh mon Dieu, c'est pas la même chose. Hein, tandis qu'une amie, un ami, c'est très proche. Bon. Ensuite, le D, très proche de sa sœur T, et qui est décrite par les phonéticiens comme une consonne occlusive apico-dentale voisée. Je répète, une consonne occlusive apico-dentale voisée. Alors, ça veut dire quoi? Occlusive, ça veut dire que la fermeture complète et l'ouverture de la bouche
produisent le son. C'est le mouvement de la vie en ses pulsations. On ouvre, on ferme 5 heures. Apico-dental, le point d'articulation se situe sur la langue et les dents. C'est le point de rencontre du parler et du manger. Et voisé, la consonne émet un son, par opposition aux consonnes sourdes qui n'émettent que des bruits. Un chant va naître, le chant de la vie. Et si vous regardez la transcription phonétique de cette lettre D en caractère latin, c'est une très belle lettre avec un petit cercle ouvert en avant, accolé sur un trait droit vertical, bouche ouverte pour construire un homme debout. Donc la femme, par la tétée, fabrique l'homme, et la définition de l'homme, être de désir, sujet de parole. Voici la femme, proche de la réalité, sûre de son identité, complice du mystère. C'est cette femme qui fait exulter le premier homme et qui le rend homme. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Alors vous allez me dire, pris d'admiration, d'enchantement, d'Adam, qui découvre qu'il est fait pour aimer. Il y a un préjugé tenace qui voudrait que l'homme fût supérieur à la femme parce que façonné le premier, mais c'est tout le contraire. Il se trouve plus éloigné de la fin, finalité, au lieu que la femme s'en trouve rapprochée. Donc construite ensuite, elle en est intelligente, comme l'exprime d'ailleurs le jeu de mots biblique entre bana, construire, et bin, être intelligent. Je vous remercie.